Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Mardi 13 juillet 1999. Cela faisait déjà près de 2 semaines que François était au Kosovo. La vie d'Éléonore se partageait entre le travail et les répétitions au studio de danse. Pendant l'armada du siècle, qui avait commencé la veille et durerait jusqu'au 18 juillet, elle et Steph avaient été sollicitées pour des démonstrations de tango les 10, 14 et 17 juillet sur le Libertad, le navire-école argentin. Et les 13 et 16, ils avaient un showcase au Tropicana. L'avantage, c'est que tout se passait tout près de la rue du Leuca. La vie à Rouen changeait du tout au tout à chaque rassemblement de voiliers. La première édition, les Voiles de la Liberté, s'était déroulée lors de la première quinzaine de juillet 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. La seconde avait eu lieu en 1994 pour célébrer le 50e anniversaire du débarquement allié en Normandie, d'où son nom d'Armada de la Liberté, et avait regroupé encore plus de grands voiliers qu'en 1989, mais aussi des vaisseaux de guerre. Ce qui caractérisait Rouen parmi les grands rassemblements de voiliers, c'était la gratuité et la facilité d'accès aux bateaux répartis tout le long des quais sur les rives droite et gauche de la Seine. Le summum était atteint lors de la parade finale tout le long du fleuve jusqu'à l'estuaire au Havre et la mer. L'événement attirait à chaque fois une foule immense et les nuits rouennaises étaient plus animées que de coutume grâce aux touristes et aux marins. Ces derniers accumulaient les conquêtes parmi les jeunes rouennaises pendant leur séjour dans la capitale normande. Les points forts du deuxième rassemblement avaient été le défilé du 14 juillet qui avait réuni 1500 marins et les concerts gratuits organisés pour la première fois. La troisième édition de 1999, nommée l'Armada du siècle car elle commémorait la fin du deuxième millénaire, accueillait 32 voiliers et 11 bateaux militaires, ainsi qu'une armada du fleuve, organisée avec des péniches. Fidèle depuis le tout premier rassemblement, le Cuauhtémoc, le navire-école mexicain, avait déjà battu un record de fréquentation dès l'inauguration en accueillant près de 1000 visiteurs par heure, et ce jusqu'à 4h30 du matin. Ce navire restait le chouchou des Rouennais, et surtout des Rouennaises. Le 14 juillet, la patrouille de France, de retour des Champs-Élysées, devait survoler le défilé des marins. Faudel, Dick Rivers, Zucchero, Imovrini ou encore Mano étaient attendus pour les concerts gratuits, pérennisés pour cette armada et pour celles qui suivraient. Les multiples activités prévues, en plus de son travail hospitalier, avaient le mérite d'occuper Éléonore, ce qui lui évitait de penser sans cesse à François. Lui aussi était d'ailleurs bien occupé dans le district de Mitrovica. Depuis le début juillet, les répétitions s'étaient multipliées pour parfaire les danses en couple prévues pour le Libertad, des tangos, mais aussi salsa, samba, cha-cha-cha, rumba et jive pour le Tropicana. Éléonore avait également travaillé sur une nouvelle chorégraphie sur un medley des titres de Cher, Believe et Strong Enough. La première démonstration de tango sur le Libertad avait été très bien accueillie par le public, mais encore plus par les marins du navire argentin, tous tombés, ou presque, sous le charme d'Éléonore. Elle ne se promenait plus sur les quais l'après-midi ou en soirée, lorsqu'elle était du matin. La foule était bien trop dense. Elle y allait plutôt le matin à la fraîche, car les températures dans la journée atteignaient les 25 degrés. Bien des marins avaient repéré cette magnifique blonde qui s'arrêtait dès qu'elle voyait un papier ou une bouteille plastique pour les ramasser et les mettre dans une poubelle. Le showcase au Tropicana devait commencer à 22h. Éléonore, qui avait travaillé du quart d'après-midi, était passée en vitesse se doucher à l'appartement avant de se rendre dans la discothèque. L'enchaînement des danses avait été dicté par la nécessité ou non de changer de costume. La tenue prévue pour le tango sur Smooth Criminal permettait à Éléonore de poursuivre avec Cream de Prince. Le présentateur devait ensuite occuper le public pendant qu'elle changeait de robe pour une valse sur Ti amo d'Umberto Tozzi
et une rumba sur Purple Rain de Prince. Un nouvel intermède lui permettait d'enfiler la tenue minimaliste prévue pour le cha-cha-cha sur Beat It, à la salsa sur Mambo No. 5 de Lou Bega, la samba sur Un, Dos, Tres Maria de Ricky Martin et le jive sur Proud Mary. Restait un dernier intermède pour changer une dernière fois de tenue pour les solos sur Cher et enfin sa chorégraphie sur le titre des Scorpions, tenue très sexy avec la robe asymétrique près du corps qu'elle avait portée au Habana Club. Dès que le duo apparut sur scène, il fut acclamé par les marins du Libertad présents au Tropicana. La chorégraphie sur Cream réchauffa encore plus l'atmosphère. Le présentateur occupa le public en présentant un peu plus Éléonore, ancienne danseuse de Prince. Les marins italiens présents apprécièrent la chorégraphie du duo sur Umberto Tozzi et chantèrent tout au long de la prestation des danseurs. La température monta encore d'un cran quand Steph et Éléonore, dans sa longue robe verte moulant le haut de son corps, entamèrent la rumba et la sensualité de cette danse y contribua aussi beaucoup. Il restait au présentateur à maintenir l'ambiance pour la suite. L'apparition de la belle danseuse, dans sa tenue réduite à un soutien-gorge pailleté et une culotte recouverte de franges qui accompagnait les ondulations de son corps et ses déhanchés sur le cha-cha-cha, la salsa et la samba, rendirent l'ambiance carrément torride avec les marins espagnols, mexicains, argentins, uruguayens et vénézuéliens. Le présentateur n'eut pas grand-chose à faire. Les marins mettaient l'ambiance eux-mêmes en criant « Élie, Élie !» Quand elle revint les cheveux lâchés dans sa robe asymétrique très moulante, les sifflets d'admiration fusèrent. Sarah et Max étaient venus pour l'occasion et participaient à l'ambiance festive. Le medley sur Cher mit tout le monde debout. Éléonore prit le micro pour présenter en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en italien la dernière danse, dédiée à son mari, actuellement en mission humanitaire au Kosovo. Le silence revint dans la salle, et c'est médusé que les spectateurs admirèrent cette danse très sensuelle et suggestive. Et bien des hommes pensèrent alors qu'il était bien dommage qu'elle soit mariée, car ils avaient espéré attirer l'attention de cette fille sublime. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, vêtue d'une brassière et d'un jean taille basse, rejoindre Sarah et Max, elle fut interpellée par un des marins italiens. Elle s'approcha de leur table avec un grand sourire. Le marin qui l'avait sollicité se présenta. « Bonsoir, Éléonore. Vous ne me connaissez pas, pourtant je vous ai vu à Ischia au début juin. Je suis Gianmarco, le frère de Paolo, le maire de Sant'Angelo, et également un ami de Matteo. »« Enchanté, Gianmarco. Je me souviens bien de votre frère, mais en effet, je ne me rappelle pas vous avoir vu. Je vous ai vu danser à une soirée à l'hôtel des Mazzella, et déjà vous m'aviez ébloui. Mais là, ce soir, c'était juste magique. La danse que vous avez dédiée à François est juste sublime. Il a vraiment de la chance. » « C'est gentil, Gianmarco, mais c'est moi qui ai de la chance de l'avoir rencontré et épousé. Mais venez boire un verre avec mes amis et moi. Je ferai l'interprète, mes amis ne parlent pas italien. Je suis désolée, je vous l'enlève un moment, dit-elle aux autres marins italiens. Elle l'emmena à la table où se trouvaient Sarah et Max, maintenant rejoints par Steph. Je vous présente Gianmarco, un ami de Matteo, le cousin de François. Il m'avait déjà vu danser à Ischia. Gianmarco, je vous présente mon amie Sarah, infirmière comme moi, son compagnon Max, un collègue de François, et Steph, mon ami et partenaire de danse depuis des années, professeur de danse. Le petit groupe but quelques verres. Éléonore n'eut pas beaucoup besoin de servir d'interprète, car Gianmarco parlait parfaitement l'anglais. Ainsi, la conversation eut lieu dans cette langue et tous purent participer. Ils évoquèrent notamment le mariage religieux d'Éléonore et François, prévu à Ischia au début juin de l'année suivante, et leur joie de se retrouver tous là-bas. Les clients du Tropicana s'étaient mis à danser, et Éléonore fut très sollicitée. Elle accorda quelques danses, et Gianmarco fut un des chanceux. Ses regards sur Éléonore en disaient long. Et si Éléonore n'avait rien remarqué, Sarah, elle, n'était pas dupe.
Dis donc, il n'est vraiment pas mal, Gianmarco, un bel Italien brun aux yeux de jais. Sarah, je te rappelle que je suis mariée et que toi, tu vis avec Max. Ce n'est pas sur moi qu'il a flashé, ma belle. Fais attention. Cette information l'assombrit. Elle attirait les regards des hommes, elle le savait. Mais là, elle se sentait vulnérable. Heureusement, ce soir, elle n'était pas seule. Il y avait Sarah, Max et Steph. Elle prit congé, prétextant le travail le lendemain, ce qui était vrai. Elle demanda discrètement à Steph de la raccompagner. Pendant qu'il disait au revoir, elle envoya un SMS à François. « Je t'aime, tu me manques. » Elle ne voulait pas le déranger en appelant, car elle dormait peut-être. Pourvu qu'il me réponde, qu'il m'appelle, j'ai besoin d'entendre sa voix, pensa-t-elle. Steph la laissa devant la porte de son immeuble. Elle monta rapidement, prit une douche et se coucha. Il était près d'1 heure du matin quand le téléphone sonna. Elle décrocha aussitôt. « François, je suis si heureuse de t'entendre. Excuse-moi de n'avoir pas répondu aussitôt. J'étais sur la route et on ne capte pas partout. Je pensais que tu dormais. C'est pour ça que j'ai envoyé un SMS, pour ne pas te déranger. » Elle sentait sa gorge se serrer et sa voix trembla un peu à la fin de la phrase. Les larmes commencèrent à couler. « Ça va, mon amour ?»« Oui, ne t'inquiète pas, dit-elle d'une toute petite voix. J'avais juste besoin de t'entendre. » Moi aussi j'avais besoin de t'entendre. Mais moi j'ai la chance d'avoir tes enregistrements. Je les écoute chaque soir. J'aurais dû t'enregistrer aussi. Je sens bien que ça ne va pas fort. Ta voix a changé. Je t'aime. Ferme les yeux et écoute-moi. Je dépose des baisers sur tes paupières et je bois ces larmes qui coulent. Mes lèvres descendent vers ta bouche pour un baiser comme tu les aimes. Je descends vers ton cou et ma main caresse tes seins. Oh, Éléonore, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie de toi, mon amour. Moi aussi. Il continua jusqu'à ce que tous les deux jouissent en même temps, à 2500 kilomètres l'un de l'autre. Personne ne pouvait lui faire cet effet-là, à part lui. Vendredi 16 juillet 1999. L'Armada battait son plein. Rouen vivait à son rythme, une vie intense et colorée. Le seul qui avait cru, dès le début, à cette grande fête qu'était devenue ce rassemblement de navires, c'était Jean Le Canuet, l'emblématique maire de la ville à l'époque de sa création. L'impact économique était en effet énorme, avec les dépenses des quelques 10 millions de visiteurs qui venaient pour les festivités. Le Canuet avait aussi voulu rappeler que Rouen, sa ville, était un port de mer qui existait bien avant Le Havre. Les Armadas avaient contribué au projet d'urbanisme et d'architecture lancé pour aménager les quais, réhabiliter les hangars abandonnés, transformés en restaurants, salles de fitness et autres activités, mais aussi créer de nouveaux quartiers entre la préfecture transférée dans l'ancien Hôtel-Dieu en 1995 et les quais. Certains de ces projets avaient déjà vu le jour. D'autres étaient en cours, comme le campus Pasteur, devant accueillir les facultés de droit, de sciences économiques et de gestion, qui se trouvaient encore à Mont-Saint-Aignan. Le second showcase au Tropicana allait commencer. Éléonore était en repos et avait pu récupérer, car la fatigue commençait à s'accumuler entre son travail et les démonstrations de danse. La discothèque était pleine à craquer. De nombreuses nationalités étaient présentes entre touristes et marins. L'établissement, situé en bas du boulevard des Belges, avait l'avantage d'être assez proche des quais où étaient amarrés les navires. Il y avait beaucoup d'Hispaniques, des Italiens, des Britanniques, des Irlandais, des Allemands, des Portugais, des Néerlandais, des Belges, des Norvégiens, des Polonais, des Ukrainiens, des Grecs et des Turcs, et bien entendu, beaucoup de Français. Comme la fois précédente, le duo d'Éléonore et Steph rencontra un franc succès. Mais celle qui déclenchait l'euphorie était la jeune infirmière. Elle avait confié la cassette du film réalisé au Habana Club au régisseur et lui avait demandé de caler la partie finale,
celle où elle allait chercher François sur la fin de sa chorégraphie. Elle avait souhaité que cette partie soit projetée sur grand écran. Avant de commencer à danser sur You and I, elle annonça sa dédicace à son mari en plusieurs langues pour être comprise de tous, comme la première fois. Quand la musique retentit et qu'elle se mit à danser, le silence s'installa dans la salle. Tous les yeux étaient braqués sur elle, elle qui ne pensait qu'à François pendant sa danse. Elle n'entendait pas les applaudissements discrets lors des passages techniques difficiles ou les sifflets d'admiration de certains marins. Lorsque le film prit le relais pour la dernière minute, Éléonore resta au sol, les bras tendus vers l'image de François. Le public retenait son souffle en voyant le couple à l'écran. L'intensité de leur relation n'échappa à personne. Quand la lumière s'éteignit, ce fut une ovation. C'était la dernière chorégraphie du showcase. Alors que la démonstration se terminait, une demande spéciale fut transmise à la belle danseuse par le présentateur. Les marins turcs souhaitaient qu'elle danse sur Simarik de Tarkan, qu'ils passaient à longueur de journée sur leur navire. Éléonore avait encore l'esprit avec François. Toutefois, elle se laissa convaincre. La musique était entraînante. Bien que non spécialiste de la danse orientale, elle avait déjà testé une chorégraphie sur ce titre dans son salon. Le temps de trouver une tenue adaptée, et elle allait satisfaire la demande des Turcs. Le soutien à gorge pailleté de la samba et une longue jupe fendue avec une ceinture avec des paillettes et des franges feraient l'affaire. L'introduction de la chanson et l'arrivée d'Éléonore déclenchèrent l'euphorie chez les Turcs et les autres. Elle connaissait toutes les bases de la danse orientale, du moins du raqs sharqi, avec les mouvements de bassin, du buste, des épaules, avec les chemises, les huit, les vibrations, sans oublier les mouvements de bras et de mains. Les marins turcs l'accompagnaient dans cette chorégraphie improvisée, mais manifestement très réussie, du moins selon eux. Bientôt, il y eut foule sur la piste. Éléonore s'éclipsa après cette danse pour se changer et rejoindre Steph pour boire un verre. Elle se dirigea vers le bar, mais il n'y était pas encore. Tant pis, elle allait l'attendre. En approchant, elle se trouva nez à nez avec Gianmarco, qui, manifestement, l'attendait. « Gianmarco, bonsoir, dit-elle avec un grand sourire. « Bonsoir, Élie. Je peux t'offrir un verre ?»« Pourquoi pas? De toute façon, j'attends Steph pour en prendre un avec lui. Il prendra le train en marche. »« Tu es ravissante dans cette robe. » Elle portait la robe bleue de couturier avec le col bénitier, celle qu'elle portait le soir où François lui avait demandé de l'épouser. Tout à coup, elle se sentit mal à l'aise. Cette robe n'était-elle pas trop sexy? Merci. Le disc-jockey venait de mettre un slow après une série de musique funk. Tu veux bien m'accorder cette danse, Élie? Oh oui, pourquoi pas? Quand Gianmarco posa ses mains sur ses hanches pour le slow, elle se raidit un peu. Non, elle ne ressentait rien de particulier, à part la chaleur de ses mains. Ils dansèrent en silence un moment. « Tu étais encore merveilleuse ce soir. Tu es vraiment la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Là, je pense que tu exagères. Pas du tout. Il l'attira un peu plus vers lui et il se pencha pour effleurer son cou de ses lèvres. Éléonore était tétanisée. « Tu me plais beaucoup, Élie. Je suis fou amoureux de toi et j'ai très envie de toi. » Et en effet, il la désirait. Elle sentait son sexe durci contre elle. La jeune femme se recula et le regarda dans les yeux. « C'est impossible. Tu es un très bel homme, attirant, c'est vrai, mais il ne se passera jamais rien entre nous. Je suis mariée, Gianmarco, et je suis folle amoureuse de mon mari, et c'est réciproque. Je n'appartiendrai jamais qu'à lui seul. Je ne peux pas t'interdire d'être amoureux de moi, mais ce ne sera jamais réciproque. Je suis désolée. En effet, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer et de te désirer. Tu changeras peut-être d'avis un jour, et ce jour-là, je serai là, je t'attendrai. Non, ne m'attends pas, car ce jour-là n'arrivera jamais. » Sur ces mots, elle le laissa en plan. Steph était au bar. Il vit que quelque chose l'avait bouleversée. Elle but son verre cul sec avant de répondre à son regard interrogatif. « Gianmarco vient carrément de me demander de coucher avec lui. »« Au moins, il a bon goût. Ne plaisante pas avec ça, Steph. Je lui ai clairement dit que ça n'arrivera jamais. Mais il est tombé amoureux et dit vouloir m'attendre.
J'espère que ça lui passera avec la distance. Paie-moi un autre verre, j'ai besoin de me calmer. Samedi 25 septembre 1999. Les températures étaient encore agréables en cette fin septembre. Le soleil brillait, un léger vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Éléonore était enfin en vacances pour 2 semaines. Après la dizaine de jours épuisants de l'armada, sa vie avait repris son cours normal entre le travail et quelques week-ends à Cabourg avec ses amis. Les jours avaient filé malgré l'absence de François. Ils se téléphonaient régulièrement et utilisaient même de temps en temps ce moyen de communication pour accéder ensemble à des orgasmes trop fugitifs. Le contact de leurs deux corps, les baisers, les caresses leur manquaient. Depuis un mois, Éléonore n'était pas restée inactive. Elle avait un seul et unique objectif, rejoindre François, au moins quelques jours, ne serait-ce même qu'un seul jour, pendant ses vacances. Dans ce but, elle avait pris contact avec un ami de son père, directeur régional et départemental du Secours populaire, Jean-Pierre Michaud. Celui-ci avait passé beaucoup de temps depuis le début mai en Albanie et au Kosovo, beaucoup plus de temps que chez lui en Normandie. Il y était allé avec un jeune bénévole du Havre pour amener de l'aide aux populations revenues dans leur pays d'origine. À la fin du mois de juin, la mission nationale du Secours populaire en Albanie avait été arrêtée, à cause du départ rapide des réfugiés. Le plus gros problème qu'ils avaient rencontré était l'état des routes, tant en Albanie qu'au Kosovo. Une fois que tout ce qui restait dans l'entrepôt du Secours populaire avait été chargé dans un camion, avec un chauffeur et un interprète, il leur avait fallu 15 heures pour parcourir les 220 kilomètres qui les séparaient de la frontière. Ils s'étaient ensuite rendus dans la zone française de Mitrovica, où Michaud avait rencontré les responsables de la cellule d'urgence de coordination des ONG. Ils avaient été hébergés chez l'habitant. La ville de Mitrovica était détruite à 80%. Là-bas, les responsables de l'association Mère Teresa avaient pris le relais pour assurer la distribution des vivres et des biens qu'ils avaient acheminés. De nouveaux convois alimentaires devaient être organisés, passant par la Macédoine. C'est avec l'un de ces convois que la jeune infirmière devait partir en tant que bénévole avec Michaud. Pendant qu'elle préparait son voyage, la tension était montée à Mitrovica. Des incidents violents avaient eu lieu vers le 11 septembre. Plusieurs dizaines d'Albanais, 37 Serbes et 15 soldats français pris dans leur feu croisé avaient été blessés, dont 8 soldats touchés par des éclats de grenades. Les escarmouches fréquentes entre les deux communautés avaient cette fois tourné à la bataille rangée. La raison en était l'installation d'une centaine de familles albanaises au nord de Mitrovica, bastion serbe, à l'initiative du Haut Commissariat pour les réfugiés. En attendant de rendre leurs appartements à toutes ces personnes expulsées par les paramilitaires pendant le conflit, un camp de toile avait été monté sur un flanc de colline. Mais ces appartements avaient été en partie occupés par la population serbe, qui s'était donc montrée hostile au retour jugé trop rapide de leurs anciens voisins, qu'elle soupçonnait en outre de préparer une tête de pont pour les militants indépendantistes. Les Serbes l'avaient manifesté par des coupures d'arrivée d'eau au quartier et des barrages. Du côté albanais, l'armée de libération du Kosovo, l'UKC, avait condamné l'obstruction serbe et menacé d'agir pour protéger les familles réimplantées et soumises aux intimidations. L'incident avait donc éclaté lors de la rencontre entre une manifestation serbe et des troupes nationalistes, commençant par des insultes, suivies de lancers de pierres par les Serbes et enfin l'ouverture du feu par les Albanais, suite à la blessure d'un des leurs par un jet de pierre. L'affrontement n'avait pas eu lieu au hasard, puisque sur les lieux, il y avait le commandant de l'UKC. Les militaires avaient dû intervenir. Le rassemblement avait ensuite pris de l'ampleur sur la rive albanaise, pendant que les Serbes de leur côté rameutaient leurs partisans. Pour en savoir plus, Éléonore, inquiète, avait téléphoné à François, qui avait tenu des propos rassurants. Mais cela l'avait surtout conforté dans son projet de le rejoindre. Ils étaient partis de Rouen depuis 4 heures du matin. Il était prévu de faire des pauses toutes les 3 heures pour se dégourdir les jambes et changer de chauffeur. Les relais étaient planifiés pour pouvoir faire le trajet en 2 jours, avec une interruption à mi-parcours pour une courte nuit. Éléonore avait appelé François avant d'entrer sur le territoire allemand, en début d'après-midi,
afin de l'avertir qu'elle se dirigeait vers la Savoie pour se ressourcer quelques jours et de l'appeler sur son portable et non sur le fixe de l'appartement. C'était bien la première fois qu'elle lui mentait, mais c'était pour la bonne cause. Après avoir traversé la Rhénanie-Palatinat, le bas de Wurtemberg et le sud de la Bavière, et passant de l'autoroute allemande BAB8 à l'autoroute A1, ils étaient entrés en territoire autrichien aux environs de 18h30. Au niveau de l'échangeur de Knoten-Salzburg, d'où ils allaient prendre la direction de la Slovénie, les montagnes se détachaient au loin. La frontière slovène fut traversée vers 21h, pour rentrer ensuite en Croatie par le pont traversant la rivière Kolpa peu après minuit. Ils firent une halte aux environs de Bozanci, un village du comitat de Karlovac, sur un parking à proximité d'un restaurant déjà fermé à cette heure tardive pour un repos de quelques heures. Le convoi repartit un peu après 5 heures du matin et avait atteint le territoire bosniaque vers 11h30, traversant le fleuve côtier Neretva qui se jetait dans l'Adriatique, passant à proximité du lac de Bileka. Ils voyaient au loin les Alpes dinariques et atteignirent le Monténégro et Podgorica un peu après-midi. Ils commençaient tous à ressentir une fatigue pesante. Lorsqu'ils virent indiquer le lac de Shkodra, ils surent que l'Albanie n'était plus très loin, et en effet, à 13h, ils y étaient parvenus. Mais 2 bonnes heures furent encore nécessaires pour passer la frontière de la Macédoine du Nord. Vers 17h, après avoir traversé la partie sud du parc national de Mavrovo, ils atteignirent enfin Skopje. Ils avaient traversé de petits villages de montagne avec leurs toits de lauze, dont certains majoritairement peuplés de Turcs, d'autres d'Albanais. Les paysages étaient splendides, mais leur fatigue était telle qu'ils n'avaient plus le courage d'y attarder leur regard. Même le joli village de Mavrovianovi au bord du lac de Mavrovo, proche de la station de ski Zare-Lazarevski, au pied du mont Korab, ne trouva pas grâce longtemps aux yeux d'Éléonore, pourtant toujours sensible aux vues de montagne. Le convoi avait retrouvé une zone plus plate et une autoroute vers Gostivar dans la vallée du Polog. Puis Tetovo et enfin la capitale de la Macédoine du Nord, sur les rives du Vardar, au nord de la Macédoine et près de la frontière du Kosovo, d'où ils rejoindraient Mitrovica. Étant donné l'état des routes kosovardes, ils mirent plus de 4 heures à faire cette dernière partie du trajet et parvinrent à destination exténués. Ils étaient rentrés au Kosovo sans être contrôlés, étonnés de ne pas voir de policiers serbes. Arrivés par le sud, ils atteignirent donc le quartier albanais. Là, les destructions étaient massives. En passant sur l'autre rive, le côté serbe, lui, était intact. Quelques boutiques étaient encore ouvertes malgré l'heure tardive. Des gens allaient au restaurant. Jean-Pierre Michaud conduisit Éléonore jusqu'à la maison où était logé le personnel de MSF. Enfin, elle était arrivée au but. Elle fut accueillie par l'infirmière anesthésiste qui y était arrivée juste avant François. Elles se présentèrent brièvement et l'infirmière, ayant bien compris qu'Éléonore voulait faire une arrivée discrète, lui indiqua où se trouvait la chambre de François. Elle se dirigea vers le couloir indiqué. La porte de la chambre était entr'ouverte, et elle entendit une voix qu'elle connaissait. Elle stoppa net et se réfugia dans un recoin. Ses jambes se dérobaient. Elle avait reconnu la voix de Julia. « Tu sais que je suis disponible si tu as besoin, François. J'ai très envie de toi. » Le sang d'Éléonore se glaça quand elle entendit le bruit caractéristique d'une fermeture éclair qu'on ouvrait. « Laisse-moi faire. Je sais que tu ne pourras pas résister longtemps, tu aimes trop ça. » Éléonore se sentait de plus en plus mal. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle avait envie de hurler. Et soudain, la voix de François. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non? En quelle langue dois-je te le dire? Nous avons couché ensemble autrefois, mais c'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Tu peux tenter tout ce que tu veux, ce sera toujours non. Et laisse ma bragade tranquille. Tu ne me fais même pas bander. Va voir mon collègue. Lui ne demandera que ça de te baiser puisque tu sembles avoir le feu au cul. Mais va-t'en. » Julia sortit furieuse en claquant la porte, sans voir Éléonore. Le tournant qu'avait pris l'échange entre François et Julia lui avait rendu un peu de force.
C'est tremblante qu'elle frappa à la porte de la chambre de François. La voix à l'intérieur cria avec colère. « Inutile de revenir à la charge, Julia, casse-toi !» Ce n'est que lorsqu'Éléonore frappa une seconde fois qu'il vint ouvrir. Son visage exprima la plus grande surprise en voyant sa femme, et il la rattrapa de justesse quand elle s'évanouit dans ses bras. Il la porta jusque sur le lit et fut effrayé par sa pâleur. Mais elle sortit rapidement de son évanouissement, mais ne put qu'articuler d'une toute petite voix « François !» Il la prit dans ses bras pour la bercer. « Mon amour, que fais-tu ici? Tu as l'air épuisé. »« Je suis exténuée, mais je suis enfin là avec toi, » répondit-elle en fermant les yeux. Elle s'était endormie dans ses bras. Il continua à la bercer en lui caressant les cheveux. « Dors, ma chérie. Tu m'expliqueras plus tard. » Lundi 27 septembre 1999. Elle dormit profondément jusqu'à 5 heures du matin. Quand elle s'éveilla, elle mit un certain temps à réaliser où elle se trouvait. Elle était nue, et, tout contre elle, François dormait. Alors elle se rappela comment il avait jeté Julia, et elle sourit. Elle se retourna vers lui et effleura son visage. Elle le contemplait, éperdue d'amour. Il ouvrit les yeux et plongea dans le regard vert qui le fixait. « Ça va mieux ?»« Beaucoup mieux. » Il se souleva pour lui prendre les lèvres doucement. Elle frissonna à ce contact qu'elle attendait depuis si longtemps. Et quand il effleura délicatement son visage, son cou, puis un sein, elle trembla de tout son corps. François, qui tentait de garder son sang-froid, n'y tint plus. Il la prit dans ses bras, l'embrassa presque violemment. Ses mains la caressaient, ou plutôt la pétrissaient. Il ne pouvait plus attendre. Il la voulait, tout de suite. Elle aussi. Tout son corps était tendu vers lui. Elle écarta les jambes pour qu'il la pénètre. Leur passion se déchaîna avec une ardeur égale. Elle s'arc-boutait pour aller à sa rencontre à chacun de ses assauts. Elle voulait l'avoir au plus profond d'elle. François retrouvait cet accord merveilleux qu'il avait éprouvé la première fois qu'il lui avait fait l'amour. Elle était faite pour lui, comme elle lui avait manqué, comme il l'aimait. Le plaisir déferlait sur eux en vagues puissantes, des vagues qui s'harmonisaient avec les coups de boutoir de François auxquels répondait Éléonore. Il revenait en elle, inlassablement, et accéléra de plus en plus ses mouvements, et toujours elle venait à sa rencontre. La même tension grandissait en eux, jusqu'au moment où, ensemble, ils atteignirent le sommet de cette immense déferlante de plaisir qui les emporta. François resta allongé sur elle. Soudain, il l'étreignit, enfouit son visage dans son cou et cria son nom. « Éléonore! Oh, mon Éléonore !» Il faisait pleuvoir une pluie de baisers sur ses paupières, son visage, son cou. Puis il s'arrêta, conscient de l'avoir assaillie un peu brutalement. « Éléonore, excuse-moi si je t'ai fait mal. Mon amour, tu ne peux pas me faire de mal. Mon désir était aussi violent que le tien. L'un comme l'autre, nous étions en manque. » 3 mois d'abstinence, une éternité, dit-il en se frottant contre elle. Ce contact réveilla de nouveau le désir chez l'un et l'autre. Mais cette fois, ils prirent leur temps, puis recommencèrent avant de s'assoupir jusqu'à ce que le réveil de François sonne. Il l'arrêta rageusement et s'excusa auprès de la jeune femme. « Je ne travaille pas aujourd'hui. J'aurais dû interrompre l'alarme de ce foutu réveil. Nous aurions pu dormir un peu plus longtemps, surtout toi. Je me sens déjà mieux. Il va falloir que tu me racontes comment tu es arrivé là. Mais avant, si nous allions prendre une douche. Ensemble. C'est une bonne idée, j'en ai bien besoin. » Elle enfila rapidement ses vêtements de la veille, fouilla dans son sac à dos pour en tirer des vêtements propres, et suivit François dans la salle de bain. Il en ressortit le premier et croisa son collègue anesthésiste qui remarqua un subtil changement. « Tu as l'air en pleine forme ce matin. Julia est arrivée à ses fins. Depuis le temps qu'elle te harcèle, tu as cédé à ses avances. Tu as la tête de quelqu'un qui a fait l'amour toute la nuit avec cet air de ravi de la crèche. »« Julia, tu plaisantes. Jamais je ne recoucherai avec elle. Je lui ai dit de venir te voir si elle avait tant le feu au cul. Ma réponse ne lui a pas plu. Elle est partie furieuse. Moi, je suis d'accord pour la sauter, mais alors toi, avec qui ?
À ce moment, la porte de la salle de bain s'ouvrit. « Avec ma femme, que voilà, répondit François en s'écartant. Son collègue était resté bouche bée. Ferme la bouche, tu vas gober les mouches. Je sais, elle fait toujours beaucoup d'effets, ajouta François hilar. Ta femme, c'est Éléonore Ducé ? Éléonore regardait François, incrédule. Ça y est, ça recommence, dit ce dernier avec un petit sourire. Si moi je la reconnais bien, elle, en revanche, je n'en suis pas sûre, dit l'anesthésiste. Pourtant, nous avons vécu ensemble 3 ans, enfin, je veux dire, nous avons été dans la même classe au lycée pendant 3 ans, de la seconde à la terminale. Ah oui, quand même, dit François. Mais apparemment, elle ne se souvient pas de moi. Éléonore réfléchissait, forçant sa mémoire, et rétorqua soudain. Bien sûr que je me souviens. Gilles Leclerc, c'est bien ça? Ah oui, je suis soulagée. Éléonore Ducé se souvient de mon nom. Facile, ma mère me demandait de légender toutes mes photos de classe. Eh bien, cette information me rassure sur le souvenir que je t'ai laissé, dit Gilles en riant. Quand elle est arrivée en même temps que moi en seconde, elle avait 14 ans, ajouta-t-il pour François, puisque, si je me souviens bien, elle avait 1 an d'avance. C'est bien ça, précisa-t-elle. Et vois-tu, François, à 14 ans, elle était déjà très belle. Ceci dit, elle l'est encore plus maintenant. Et déjà, à cet âge-là, elle tournait les têtes de tous les mecs du lycée, de la seconde à la terminale. Ils en étaient tous raides dingues. Mais elle ne voyait personne. Et ça a duré pendant ces 3 années de lycée. Donc, au bas mot, chers collègues et amis, elle a rendu fou plus de 300 mecs en 3 ans. Tu exagères, dit Léonore en riant. Tu crois? Mais tu n'es pas au courant de tout, manifestement. Au courant de quoi? Bah, du trafic de photos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Il y avait des photos de toi qui circulaient. Un élève de notre classe était particulièrement obsédé par toi. Peut-être t'en souviens-tu? Je me souviens d'un élève surtout qui, un jour, en cours d'allemand, m'a montré une partie de son anatomie que je n'avais pas du tout envie de voir. Il m'a fait baliser cet abruti, surtout qu'à la fin du cours, qui était le dernier de la journée, nous étions chargés tous les deux de nettoyer le tableau, de balayer et vider la corbeille à papier. Autant dire que je me suis occupée du balayage et de la corbeille à papier, et je me suis carapatée. Pour rien au monde je ne me serais occupée du tableau, j'avais trop peur qu'il arrive derrière moi. Je n'ai jamais raconté à personne, j'avais trop honte. Eh bien maintenant, nous on le sait, dit François hilar. Et c'était qui? Demanda Gilles. Ludovic Corbier. Eh bien c'est lui qui vendait les photos. Il t'avait manifestement suivi à plusieurs reprises. Il y avait des photos d'Éléonore en classe, dans la cour, dans la rue, en cours de danse, à la piscine, en maillot de bain. Les plus chères étaient celles en maillot de bain, tu t'en doutes. Il s'en est fait du fric avec ça. Ne me dis pas que tu en avais acheté une. Eh bien si, même plusieurs. Je dois encore les avoir chez mes parents dans ma chambre. François s'amusait beaucoup de ces révélations croustillantes. Ça te fait rire, François. Tu imagines le nombre de mecs, d'ados boutonneux, qui se sont masturbés en regardant une photo de ta femme? J'aurais fait la même chose à leur place. Ben voyons, répliqua Éléonore. Il faut que tu assumes, ma belle, tu as été un fantasme pour tous ces mecs, dont moi. Et je suis sûre que tu as fait les mêmes dégâts en fac après, ajouta Gilles. Je plaide non coupable, votre honneur, je ne me suis jamais aperçue de rien. Évidemment, mademoiselle ne pensait qu'à la danse. Tu étais déjà au conservatoire. Elle souriait à tout le monde, était toujours sympa, serviable, mais impossible de la détourner de ses études et de la danse. Et elle excellait dans les deux. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour qu'elle te remarque, toi, à part être beau gosse, dit Gilles en se tournant vers François. Rien de spécial. Lorsque je l'ai vue la première fois, je ne pouvais plus détacher mon regard. Lorsque nous nous sommes présentés, je ne lâchais plus sa main. Ce simple contact, son parfum, ses yeux, elle, tout simplement, ça a suffi. Je te confirme, ses yeux, ma main dans la sienne, des frissons de la tête aux pieds, j'ai su tout de suite. Et 2 mois après, je l'épousais, dit François en la serrant contre lui. Ah ouais, le coup de foudre, quoi. Et mon cœur est brisé à jamais. Éléonore Ducé reste un fantasme. Sur ce, je file, car je travaille, moi, aujourd'hui.
François et Éléonore restèrent seuls. Elle put enfin lui expliquer comment elle était arrivée à Mitrovica. Elle lui raconta comment elle avait pu partir comme bénévole avec le directeur régional du Secours populaire, leur périple avec le convoi à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, puis la Macédoine et enfin le Kosovo. Le tout, pour ainsi dire, d'une seule traite, en une bonne quarantaine d'heures, à se relayer toutes les 3 heures au volant. Je ne m'étonne plus de ton état d'épuisement à l'arrivée, mais il n'y a pas eu que l'épuisement, je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. J'étais épuisée, mais si je me suis évanouie, c'est suite à une émotion très intense. Julia? Oui, Julia. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai eu l'impression qu'une chape de plomb me tombait dessus. Je me suis écroulée. Puis je t'ai entendu toi, et mes pulsations se sont régularisées, mais l'émotion avait été si intense que mon cerveau s'est déconnecté quelques secondes. Tu m'as fait très peur à ce moment-là. Te retrouver et te perdre aussitôt, je n'aurais pas supporté. Je suis heureux que tu sois là. Ce n'était pas prudent de ta part, mais je suis content que tu l'aies fait. Te tenir dans mes bras comme hier soir, j'en rêvais chaque nuit. Jusqu'à quand peux-tu rester? Jean-Pierre Michaud vient me récupérer jeudi matin à 5 heures. Nous avons 3 jours à nous. Je vais m'arranger pour me faire remplacer mercredi. J'étais de repos aujourd'hui et demain. Un petit jour de plus, c'est tout à fait possible. 3 jours et 3 nuits enfermés dans ma petite chambre, tous les deux à faire l'amour. Tu es d'accord? Absolument. Mercredi 29 septembre 1999. Depuis 3 jours, ils étaient inséparables, ne quittant la chambre de François que pour se doucher et se restaurer. Le reste du temps, ils explorèrent toutes les ressources de leur corps, abolissant toute censure, donnant libre cours à leurs fantasmes, expérimentant les positions les plus folles, expérimentation facilitée par la souplesse d'Éléonore. Ils firent preuve de beaucoup de créativité, boostés par un imaginaire qui s'était développé grâce à leur relation à distance, avec la méditation notamment. Ils ne firent pas l'amour que dans la chambre de François, même si c'est là qu'ils le firent le plus. Quand les autres colocataires étaient absents, ils investirent aussi la salle de bain, la cuisine et le salon, quitte à manquer de se faire surprendre. Mais ils avaient surtout redécouvert le plaisir de dormir ensemble, blottis l'un contre l'autre dans le lit étroit de François. Ils se parlèrent aussi beaucoup de leur quotidien pendant ces 3 derniers mois. François éprouvait le besoin de parler de la haine omniprésente entre les deux communautés, serbes et albanaises, du difficile rôle des gendarmes français, arrivés fin juin avec les troupes françaises de la KFOR, qui faisaient de la police de proximité. Le jeune médecin était allongé sur le canapé du salon, la tête sur les genoux d'Éléonore, qui jouait avec les boucles de ses cheveux. Les gendarmes gèrent les bagarres entre ivrognes de toute confession, les assassinats, les disparitions et aussi les crimes de guerre. Des charniers ont été découverts dans le district de Mitrovica, avec une centaine de corps. J'en ai parlé avec le docteur Domiti Leduc et son adjoint, Wilfried Bauer. Domiti Leduc, c'est un nom que je connais, dit Éléonore. Normal, c'est une star de la médecine légale, une des rares femmes à s'être imposée dans ce milieu où il n'y a pratiquement que des hommes. Elle dirige l'Institut médico-légal de Lille. Oui, je me souviens, c'est le docteur Penel qui m'en avait parlé. Elle avait été mise à disposition par la France pour une mission de 2 mois au tribunal pénal international qui lui avait confié une zone contrôlée par l'armée française. Elle et son équipe de 9 personnes étaient chargées de faire les autopsies et la reconstitution des scènes de crime suivant la liste de sites éventuels de massacres relevant de cette zone. Elles intervenaient après le recueil des témoignages par les enquêteurs du tribunal international de La Haye. Une 50aine de soldats et plusieurs blindés préparaient toujours le terrain pour les légistes et les accompagnaient. Domiti m'avait expliqué qu'elle rencontrait toujours les mêmes lésions, mais que les corps étaient souvent très abîmés. Comme à Srebrenica en Bosnie, je n'ai pas de mal à imaginer. Difficile d'oublier ce genre d'image. Quand elle et son équipe sont arrivées avec les premiers parachutés, directement en hélicoptère, il n'y avait rien. La ville de Mitrovica était désertée. Il n'y avait que des maisons qui brûlaient, des chiens errants. Puis ils se sont rendus sur le premier site, près d'Izbica. 9 personnes avaient été tuées dans une même pièce. Et j'ai senti, quand elle me l'a raconté,
que la situation avait été difficile, même pour Domitille le duc, car c'est la seule fois où elle avait eu des contacts avec des proches. Face à eux, elle avait dit aux femmes qui pleuraient que les victimes n'avaient pas dû souffrir, alors que, manifestement, cela avait été l'horreur. C'est toujours difficile face à des familles éplorées. Moi aussi, dans ces cas-là, je mens pour leur épargner une peine supplémentaire. Le docteur Bauer m'a expliqué qu'il s'attendait à voir des crimes systématiques, planifiés et organisés, mais ce qu'il avait eu l'impression de voir, c'était de la destruction faite avec rage, quelque chose d'irrationnel. Aucun village n'avait été épargné. Quand je les ai rencontrés tous les deux, ils en étaient déjà à 350 morts, et je crois qu'ils avaient atteint les 500 en fin de mission. C'est vraiment horrible. Pourquoi les hommes n'arrivent-ils pas à vivre en paix? Cette haine entre les communautés, c'est inimaginable. Comment les gendarmes font-ils pour maintenir un semblant d'ordre dans cette ville complètement coupée en deux? Demanda Éléonore. C'est très compliqué pour eux. Les procédures sont différentes par rapport à la France. Ils sont obligés d'appliquer le droit yougoslave amélioré, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui ne respecte pas les droits de l'homme en a été retiré. Et ils doivent être pointilleux sur les procédures, sinon les juges relâchent les suspects. Ils sont au contact de la population, donc ils ne peuvent pas être sur une posture défensive. Ils se promènent en képi et chemisette, alors que les militaires, eux, montent la garde avec des gilets par éclat et des fusils d'assaut. Je ne serais pas rassurée si mon mari était gendarme et en mission ici, fit remarquer Éléonore. Oui, la violence est omniprésente, et la population, habituée aux méthodes plutôt expéditives de la MUP, la police yougoslave, a du mal à comprendre l'attitude des gendarmes français, plus respectueux des droits de l'homme. Les jeunes Albanais font parfois mine de traverser le pont pendant que de jeunes Serbes leur font face, de l'autre côté d'un double cordon de soldats italiens et français. Ce pont de Mitrovica était en effet devenu l'incarnation des tensions entre Serbes et Albanais du Kosovo. La zone de Mitrovica, sous contrôle de l'armée française, était la seule du Kosovo où était restée une communauté serbe notable. La zone française était donc à la fois celle où les tensions étaient les plus spectaculaires et celle, paradoxalement, où était commis le moins de meurtres, puisque les deux communautés étaient nettement séparées. Les gendarmes sont souvent confrontés à des dilemmes, continua François. Les Roms, minorité dont MSF s'occupe à Mitrovica, ont été accusés d'avoir collaboré avec les Serbes, et les Tziganes ont donc subi la vengeance des Albanais. Toutes les maisons ont été brûlées et pillées, leurs habitants fuyant pour se réfugier plus au nord, dans un camp de la Croix-Rouge. Les Albanais, eux, ont récupéré les matériaux pour reconstruire leurs maisons détruites par les Serbes. C'étaient des vols de survie, car dans le quartier albanais, tout est cramé. Tout ce qui est resté debout était serbe. Tu as raison, ce doit être difficile d'appréhender les voleurs quand ils ont tout perdu et qu'ils ne cherchent qu'à survivre et avoir un toit sur la tête, surtout que l'hiver va vite arriver. À l'hôpital, la situation peut également être tendue. Les Serbes fracassent parfois les vitres du bus amenant les médecins et les malades albanais en zone serbe. Pourtant, l'hôpital de Mitrovica en zone serbe est le seul du pays où on n'a pas encore perdu tout espoir de faire travailler ensemble les deux communautés. Mais cet espoir paraît peu réalisable, car aucun malade albanais n'accepterait un anesthésiste serbe et vice-versa. D'ailleurs, quand un blessé albanais suite à un accident domestique ou autre doit être hospitalisé, ce sont les gendarmes qui l'amènent. Je pense comme toi que cette collaboration des deux communautés est une illusion. Il y a trop de haine. Ce qui m'inquiète, en plus de la santé des gens du pays, ce sont les militaires français. Pour quelle raison? Leur taux de plomb dans le sang augmente dangereusement à cause d'une usine métallurgique qui pollue gravement l'atmosphère de la région. Heureusement, elle a été fermée manu militari en août. Mais François, il y a aussi des femmes dans les rangs de l'armée. Si parmi elles certaines tombent enceintes, les conséquences peuvent être dramatiques pour leur enfant, s'exclama Éléonore. C'est bien pour cela que je suis inquiet. Il y a environ 100 de femmes qui servent ici dans les rangs de l'armée française. Elles sont sous surveillance, et une enquête épidémiologique est aussi en cours parmi la population civile. Difficile de concilier état de guerre, reconstruction et environnement. J'ai bien peur qu'ici l'environnement ne soit pas une préoccupation majeure avant un bon moment. Tu ne crois pas si bien dire. Le 12 septembre, plusieurs milliers de litres d'acide sulfurique à l'abandon dans une usine de batterie appartenant à la même entreprise que l'usine métallurgique sont partis à la rivière. Pour François,
soucieux de l'environnement, cette pollution de l'air et de l'eau était difficile à encaisser. Éléonore comprenait sa réaction. Elle effleura du bout des doigts son visage et ses lèvres. Il saisit sa main pour en embrasser chaque doigt et se redressa pour la prendre dans ses bras. « Et toi, comment ça se passe à Rouen ?»« La vie est beaucoup plus sereine chez nous, tu t'en doutes. D'autant qu'il y a eu l'Armada et avec Steph, nous avons été sollicités pour des démonstrations de tango sur le navire École Argentin et aussi pour 2 showcases au Tropicana. Donc, entre l'hôpital et les répétitions, j'ai été très occupée. C'est à m'éviter de trop penser. Mais toutes les nuits, je rêvais de toi. En fait, toutes les nuits, tu étais avec moi. Pour dormir, j'ai conservé le dernier t-shirt que tu portais avant de partir. Il avait gardé ton odeur. C'est mon objet transitionnel. Je vais te confier un secret. Je t'ai dérobé un foulard, un de ces carrés de soie que tu utilises pour attacher tes cheveux. J'aurais bien pris un de tes strings, mais si jamais il tombait de ma poche... Cachotier. Je l'ai en permanence avec moi, ce foulard. Et chaque soir, je m'endors avec ta voix. Mais continue de me parler de toi, de ta vie là-bas. Eh bien, l'Armada a vraiment redonné vie à la ville. Nos démonstrations ont été acclamées par le public rouennais, les touristes et les marins sur le Libertad, comme au Tropicana. Elle ne voulait rien lui cacher. Le soir du premier showcase, un jeune marin officier sur le Palinuro m'a interpellé. Il se souvenait m'avoir vu danser à Ischia lors de la soirée où nous avons piégé Graziella. Il m'a dit s'appeler Gianmarco et être le frère de Paolo, le maire de Sant'Angelo. Effectivement, je me souviens de lui, c'est un ami de Matteo. C'est ce qu'il m'a dit. Et pour parler un peu de ta famille, je lui ai proposé de venir à notre table avec Sarah, Max et Steph. Nous avons tous discuté ce soir-là. Seulement, Sarah m'a alertée. Elle trouvait les regards de Gianmarco un peu trop insistants sur moi. Pour elle, il avait un crush sur moi. Je me suis sentie en danger et j'ai demandé à Steph de me raccompagner jusqu'à l'appartement. J'ai réalisé que j'étais vulnérable et que rentrer seule de nuit dans Rouen était risqué. C'est ce soir-là que tu m'as envoyé ce SMS ? Oui, je me sentais mal après ce que m'avait dit Sarah. Je n'avais pas eu conscience d'avoir suscité quoi que ce soit. J'ai ressenti ma solitude à ce moment-là encore plus que d'habitude. J'étais en manque de toi. J'avais besoin de t'entendre. Mais je me suis dit que, vu l'heure tardive, tu dormais peut-être, d'où le SMS. Mais j'espérais que tu m'appelles. Je voulais juste entendre ta voix. Et tu as compris que je n'allais pas bien. En fait, nous nous sommes fait du bien tous les deux ce soir-là, dit François en l'embrassant. Mais tu dois savoir que Gianmarco était encore là, lors du 2e showcase. Je m'en suis aperçue qu'après notre démonstration, lorsque je me suis dirigée vers le bar, pour rejoindre Steph pour un dernier verre. Steph n'y était pas encore, mais Gianmarco, lui, y était. Je ne me sentais pas très à l'aise, mais nous étions en public, donc il y avait peu de risques. Il m'a offert un verre au bar. Comme j'étais là pour en boire un avec Steph, je n'y ai pas vu d'objection. Et là, il m'a proposé de danser un slow avec lui. Je n'ai pas voulu paraître incorrecte, alors j'ai accepté. François fronça les sourcils, soudain inquiet. Quand il a posé ses mains sur moi pour le slow, je me suis raidie. Pourquoi ? Toujours cette sensation de malaise. Je sentais juste ses mains sur mes hanches, mais aucune sensation particulière, si c'est ce que tu veux savoir. J'avais peur surtout. Peur qu'il tente quelque chose. J'avais en tête la mise en garde de Sarah. Et j'imagine qu'il a tenté quelque chose, dit François, soudain très tendu. Pendant un moment, nous avons dansé en silence, puis il s'est mis à me complimenter pour le spectacle, que j'étais vraiment la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. C'est vrai, moi je trouve que tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ne te moque pas, François. Je l'ai bien entendu dire qu'il exagérait. Oui, mais comme moi, il le pense vraiment. C'est ce qu'il m'a répondu, en effet. Mais là, il m'a attiré un peu plus contre lui, a effleuré mon cou de ses lèvres. J'étais complètement tétanisée. Et il m'a dit qu'il était fou amoureux et qu'il avait envie de moi. Et c'était indéniable, je l'ai bien senti. François avait brusquement pâli. Je me suis reculée aussitôt et je l'ai regardé au fond des yeux. Je voulais qu'il comprenne bien ce que j'allais lui dire. Je lui ai dit sans ménagement qu'il ne se passerait jamais rien, que j'étais mariée et follement amoureuse de toi, François,
et que tu m'aimais aussi. Je vois que comme moi tu as résisté, répliqua François rassuré. Mais il a insisté en me disant que je ne pouvais pas l'empêcher de m'aimer, qu'un jour je changerais peut-être d'avis et qu'il attendrait. Il paraît vraiment accro. Il faudra que je le surveille quand nous irons à Ischia, si jamais il y est. J'espère bien qu'il m'aura oublié d'ici là. Vu l'effet que tu fais aux hommes en général, ça m'étonnerait. En tout cas, je lui enjoins de ne pas attendre, que ça n'arrivera jamais, et je l'ai laissé en plan. Heureusement, Steph était au bar. Il a bien vu que j'étais chamboulée. Surtout que j'ai vidé cul sec le verre que j'avais laissé, et que je lui en ai demandé un autre pour me calmer après lui avoir tout raconté. Je suis heureux que tu aies eu besoin de tout me dire. Moi non plus, je ne veux plus rien te cacher. Je ne vais pas te raconter ce qui s'est passé avec Julia, puisque tu as tout entendu. Oui, même quand elle a descendu la fermeture éclair de ton pantalon. Même ça, tu l'as entendu? Oui, et j'ai craint le pire. Elle voulait me faire une fellation, mais tu as entendu le reste. Oui, et je me suis sentie un peu mieux. Mais comment se fait-il qu'elle soit ici? Elle est arrivée 1 semaine après moi. J'ignorais qu'elle avait candidaté pour une mission. Elle l'avait demandé pour me rejoindre. Elle était au courant que j'avais fait cette démarche, puisque j'avais mis Sophie au courant, ainsi que d'autres collègues. Ce n'était pas un secret. Depuis, elle me tourne autour. Mais là, je pense qu'elle a compris. Enfin, j'espère. François serra sa femme contre lui. Ils étaient sûrs tous les deux de leurs sentiments, de la force de leur couple. La séparation, même si elle était pénible à supporter, leur avait au moins servi à cela. Elle avait aussi développé leur imaginaire et leur créativité pour toujours raviver leurs désirs. Mais il n'était qu'à mi-parcours de la mission de François.